Des téléviseurs, des robots, de l'intelligence artificielle à tous les étages, le CES 2026 a livré son lot de nouveautés comme d'habitude, mais maintenant que la poussière est retombée, que faut-il en retenir? On va en parler. On va parler aussi de la tech américaine qui est partout, c'est pas nouveau, mais alors que les relations sont un peu tendues quand même entre l'Europe et les États-Unis, qu'est-ce qui va se passer et est-ce qu'on risque d'être privé un jour de cette tech américaine? Du coup, est-ce qu'on pourrait s'en passer? Vous allez voir que mes co-animateurs ont des choses à dire là-dessus. Enfin, une loi contre les réseaux sociaux pour les mineurs. Ça, c'est l'actu immédiate et toute récente en France. Une loi pour les mineurs, un règlement pour la vie privée, un truc contre le porno. Est-ce qu'il n'y a pas énormément de lois et de règlements en tout genre en ce moment? Est-ce que l'État est en train de remettre la main sur Internet et de fourrer son nez partout au détriment de nos libertés, si on pousse la réflexion jusqu'au bout? Eh bien, je vous propose qu'on parle de tout ça ce mois-ci dans le grand débrief de Monde Numérique avec mes camarades. Tout d'abord, François Sorel de BFM Business, animateur de l'émission Tech & Co, la quotidienne. Mon petit François, comment vas-tu? Comment ça va les amis? Ravi de vous retrouver. Bruno Guglielminetti, Jérôme Colombin, tu m'as fait une intro incroyable là. T'as vu ça? Attends, mais c'est magnifique. Ah mais on bosse Comment cette année. t'as fait? C'est 2026, nouvelle 2026, résolution. le roi du prompteur, c'est ça? Nouvelle chose. Non, tout est dans la tête. Tout est dans la tête. Attends, mais Déjà, je dis bonjour à Bruno. Pardon. À Montréal, Bruno Guglielminetti du podcast Mon Carnet. Si l'un est une voix historique, lui est une voix, j'allais dire, préhistorique. Préhistorique, tout comme moi, et un peu hystérique. Ça va, Bruno? Ça allait, oui. Ça allait. Cette émission vous est proposée avec le soutien de FreePro, le meilleur de Free pour les entreprises. FreePro, c'est un opérateur pour les indépendants, les TPE, les PME, mais aussi les grandes organisations à travers leurs solutions experts. Connectivité, cloud, télécom, cybersécurité, FreePro couvre l'ensemble des besoins numériques des entreprises avec des solutions souveraines. Les infrastructures, les technologies et les équipes sont opérées en France. FreePro maîtrise la chaîne de valeur des données de bout en bout. En plus, des équipes d'experts dédiés accompagnent les projets au plus près grâce à une dizaine d'agences réparties sur le territoire. Expertise, proximité, simplicité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur freepro.com. Et merci à FreePro de soutenir le grand débrief de Monde Numérique. Bon, est-ce qu'on peut être un peu sérieux 2 minutes, là, au lieu de se fendre la poire en permanence? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pas très sérieux, mais on est quand même sérieux et on parle sérieusement des choses. Vous voulez que je vous dise pourquoi j'ai changé de musique? Mais j'aimerais bien. En fait, c'est un vrai problème qui touche à des tas de problèmes, une problématique vraiment digitale, si on peut dire. En fait, la musique qui servait de générique au grand débrief précédemment, elle venait d'un site spécialisé qui s'appelle je sais plus comment, enfin bref, je l'avais acheté, hein, c'est comme ça que ça fonctionne, tu payes pour avoir un droit d'utilisation. Donc j'avais la licence d'utilisation en bonne et due forme, mais malgré ça, tous les mois, à chaque fois, j'étais retoqué par YouTube qui m'expliquait que j'avais pas le droit d'utiliser cette musique ou qu'en tout cas, je devais prouver que j'avais le droit. Donc, évidemment, tu parles à des robots, hein, donc il n'y a pas de négociation possible. Tu peux juste dire « messi ». Et alors, tous les mois, je devais contester pour expliquer que « mais oui, j'ai droit de passer ça », donc je collais la licence. Et puis, il me répondait 3 semaines après « ah, super, bonne nouvelle, personne n'a contesté ». Heureusement. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Et Bruno, ça va te parler. Je suis allé sur Suno, n'est-ce pas? Musique générée par intelligence artificielle. Et là, j'aurais pas ce problème parce que la licence, j'espère que j'aurais pas ce problème, je croise les doigts. J'aurais pas ce problème, a priori, de reconnaissance. Non, mais est-ce que YouTube ne va pas considérer que c'est une musique qui appartient à quelqu'un et qui, de la même manière... c'est dans les conditions d'utilisation. Oui, mais lui, comment va-t-il le savoir? Il va entendre une musique, il va se dire, bah tiens, cette musique-là, elle doit bien être à quelqu'un, tu vois? Non, mais c'est pas comme ça que ça marche. À moins qu'il détecte que ce soit de l'IA, peut-être? Oui. Non, il détecte pas que c'est de l'IA, mais YouTube fonctionne par empreinte musicale. Donc en fait, c'est qu'il connaissait la musique qui servait de générique précédemment, et il disait, ouais, mais pourquoi tu l'utilises? Je la connais, celle-là, elle est sous licence. Et moi, je devais expliquer que oui, elle était sous licence, mais j'avais la licence. Et là, il y a pas c'est pas une licence au même titre, puisqu'en fait, la musique, elle est unique. En plus, et l'auteur ne pouvait pas faire quelque chose auprès de YouTube?
L'auteur de la bah si, Le tam peut-être, mais bon, voilà, au bout d'un Ouais, moment, bon, tu lâches d'accord. l'affaire, quoi, hein, tu vois? OK. Voilà, petite anecdote pour commencer cette émission. Les coulisses de Monde Numérique, mesdames, messieurs. Bon, comme chaque année, bah, ce mois de janvier qui marque le coup d'envoi, de la saison technologique, si on peut dire, était marqué par, le fameux CES de Las Vegas, l'événement tech mondial. Vous y étiez, j'y étais, on y était. On raterait ça pour rien au monde, bien évidemment. Mais pour autant, ce CES 2026 était-il à la hauteur? C'est un peu la question que j'avais envie de vous poser, l'un et l'autre. Alors, voilà. Qu'est-ce que vous en retenez? Votre impression générale? Bon, ça date un peu, maintenant ça fait quoi, 3-4 semaines que c'est terminé. On a tous repris nos petites habitudes, mais avec le recul, ou sans le recul d'ailleurs, dans le feu de l'action, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en retenez, vous? Qui veut commencer? Bruno ou Ah François? non, moi je vais entendre François parce que je ne l'ai pas entendu sur le sujet. Eh ben voilà, François, on t'écoute. Bon, déjà, c'était un CES toujours intense au niveau pro pour moi, enfin et même pour vous, parce que c'est vrai qu'on a produit pas mal d'émissions. Moi, j'ai fait 4 Tech Co, un De quoi je me mail. Enfin, il y avait beaucoup, beaucoup d'émissions à produire, avec beaucoup de sujets. Mais c'est vrai que on a eu ce débat d'ailleurs, je crois, dans Tech Co, Jérôme, avec toi. C'était le fait qu'on Ouais. était ou déçu ou moins déçu concernant ce CES. Moi, franchement, moi, je l'ai trouvé intéressant. Je l'ai trouvé intéressant avec deux tendances qui m'ont marqué, mais je crois qu'on va tous se rejoindre là-dessus. C'est à la fois tout ce qui est, on va dire, accélération des véhicules autonomes, et on l'a vu avec Zoox qu'on a testé, vous et moi. Mmh. L'annonce d'Uber qui veut pousser en fait les véhicules autonomes, c'est quand même assez intéressant. Hein. Le numéro 1 des VTC qui commence à présenter au CES de Las Vegas la voiture pilote, enfin pilote, oui, la voiture vitrine en tout cas des prochains véhicules autonomes, c'est intéressant. D'ailleurs, petite anecdote à ce sujet, j'ai reçu un sondage de la part de Uber il y a quoi, il y a 2 jours, et vous savez ce que Mmh. j'avais comme question? Non. Je vous le donne dans le mille. Est-ce que Et ben vous je voilà. sais pas, Est-ce que est-ce que vous vous êtes prendriez prêt la à... vous Est-ce êtes que prêt vous à ce prendriez un véhicule autonome? Est-ce que vous auriez peur? Quelles seraient vos attentes là-dessus, etc., etc. C'est-à-dire que mmh. tout le sondage ne portait pas là-dessus, mais j'avais au moins 5 ou 6 questions sur le fait de nous préparer à avoir un véhicule autonome. C'est quand Donc même il un tâte le signe. terrain. Et en plus, ils savaient pas que j'étais au CES de Las Vegas, tu vois. C'était vraiment, j'étais un client lambda d'Uber qui recevait en fait un sondage. Donc c'est quand même assez intéressant. C'est plus que, enfin, c'est plus que de la science-fiction. Ils sont en train de Ouais. préparer ça, tu vois. Donc moi, C'était Uber, France? C'était un sondage en oui, français? c'était Uber France. D'accord. C'est ça qui était intéressant, c'était Uber France, tu vois. Mais après, je pense que ils prennent énormément de data, qu'après ils remontent au niveau mondial, tu vois. Mais, Mmh, mais mmh bon, mh. voilà, aujourd'hui, ils posent la question. Est-ce que vous avez peur de ça? Est-ce que vous seriez en sécurité? Enfin, des choses comme ça, tu vois, des questions basiques, Ouais. finalement. Donc, Tu as oui, répondu non à tout, bien sûr. Tu as répondu qu'il était hors de question que tu montes dans une voiture sans chauffeur. non, mais enfin, tous les chauffeurs de VTC qui nous écoutent ou qui nous regardent, c'est important de le savoir. C'est que on est à Bien l'aube sûr. d'une révolution qui va impacter votre métier et votre activité, c'est certain. Alors, ça va pas arriver dans un an, ça arrivera pas dans 2 ans, mais moi, je projette ça à 5 ans, en fait. Mmh Et dans mh, mmh. 5 ans, ça va changer, ça va changer. Ouais. Donc, véhicule autonome, première chose, oui, pardon. Vas-y, Jérôme. Non, non, vas-y, vas-y. Je voulais faire une parenthèse, mais en fait, la parenthèse risque d'être longue. C'est sur justement sur, moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça a posé un peu le sujet des limites et des différents types de voitures autonomes. Faut pas oublier que ce qu'on a vu, par exemple, à Las Vegas, c'est ce qu'on appelle du niveau 4, que les Waymo qui roulent à San Francisco, c'est aussi du niveau 4. Et que, parce que je parle de ça parce que j'ai fait une vidéo qui a fait un peu réagir sur les réseaux sociaux à ce sujet en disant qu'on n'est pas encore au niveau 5, c'est-à-dire une voiture capable de rouler sans chauffeur, sans aucune intervention humaine, en toutes circonstances. C'est le en toutes circonstances qui est très important. C'est-à-dire sur n'importe quelle route, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle ville, et par n'importe quelle condition météo, avec n'importe quel événement survenant sur la route. Pour l'instant, ça n'existe pas. Il n'y a aucune voiture qui fait ça. Et ça a déclenché un peu une discussion avec les fans de Tesla qui sont montés au créneau pour m'expliquer que j'avais rien compris, en gros, parce que la Tesla, justement, qui n'a pas le même système, c'est vrai, ça on le savait, de fonctionnement que Waymo et autres, qui n'a pas besoin de s'entraîner pendant des milliers de kilomètres
sur la zone où elle va rouler, mais Et qui n'a pas de lidar aussi. et qui n'a pas de lidar, qui fonctionne uniquement avec de la vidéo et de l'intelligence artificielle, eh bien, n'avait pas ces limitations-là. Bon, après, on peut en débattre parce qu'en plus, bizarrement, quand même, enfin, moi, j'ai rien contre Tesla, hein, c'est pas le sujet, mais l'autopilote, le FSD de Tesla, n'est reconnu comme qu'une autonomie de niveau 2, donc c'est même encore inférieur. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à passer les barrières réglementaires. Enfin, la question du niveau, c'est pas du règlement, c'est de la technologie. C'est une association d'ingénieurs internationale qui définit ça. Mais c'est là-dessus que se basent les États pour définir leur réglementation. Et Tesla, pour l'instant, n'arrive pas à passer la barre parce qu'ils sont encore considérés comme du niveau 2, alors que Elon Musk nous dit essaie de nous faire croire que c'est meilleur que Waymo. Donc c'est intéressant quand même ce débat sur la voiture autonome. Il y aurait presque de quoi en faire une émission complète. Désolé pour cette parenthèse. Donc un peu, on est loin en fait du robot taxi que Elon Musk a présenté il y a un an ou deux. Tu te rappelles, en grande pompe dans les studios de Warner. Ouais. C'est pour ça qu'on n'en entend pas parler. C'est qu'il n'arrive pas à avoir les certifications. Parce que même si lui y croit, c'est très bien, qu'il y croit, tant mieux pour lui. Mais tant qu'il n'a pas les certifications, on peut pas considérer que ces véhicules à lui soient des véritables robots taxis en fait. Tout à fait. Et donc, ils ne peuvent pas être largués comme ça dans la nature. Voilà. Bon, voilà pour la voiture autonome. Bruno, si on revient un peu sur le CES... non, mais moi, je vais entendre son deuxième élément, François, là, parce qu'on est resté sur la voiture autonome. Bon, Bruno, il est venu en spectateur, tu sais. Oui. Il y avait de la place ici, alors j'ai dit... Moi, il est venu pour nous écouter. Non, mais tu vas pas t'en tirer. On veut ton regard de Nord-Américain. On l'écoutera attentivement après. Oui. Non, la deuxième tendance qui est en fait une double tendance, c'est la présence massive intéressante de la Chine au CES. Et je trouve que c'était encore plus impressionnant que les années précédentes, malgré le contexte géopolitique, etc. Les Chinois étaient en force. Et une chose est certaine, c'est que quand ils sont là, c'est pas simplement pour présenter des gadgets. On se souvient, il y a 10 ans, c'était... Voilà, c'est pas qu'on prenait pas les Chinois au sérieux, mais il y avait un peu cette condescendance en disant ils copient beaucoup ce que font les Occidentaux, etc. Maintenant, tout ça est terminé. Moi, on était à l'Eureka Park, le studio de Tech & Co et de BFM Business. Juste au-dessus, il n'y avait quasiment que des représentants chinois, de robots, de robots tondeuses, de robots aspirateurs, de robots piscines, des gadgets en tout genre, mais vraiment innovants. Tu vois, et là, on n'était que à cet endroit-là, si tu veux. Tu allais après au Convention Center, il y a énormément de constructeurs chinois qui cartonnent. Alors évidemment, il y a ceux qu'on connaît, les TCL, les Haier, etc., enfin les mastodontes. Mais il y avait plein de boîtes. J'ai vu une boîte, moi, que j'ai trouvée très intéressante, qui est spécialisée dans tout ce qui est vidéoprojection, qui s'appelle AWOL, et qui fabrique des projos, mais d'une qualité incroyable, tu vois. Et au-delà de ça, tu te dis, vraiment, la Chine aujourd'hui, non seulement fait des trucs incroyables, mais a une rapidité, si tu veux, d'exécution, d'évolution qui est impressionnante. Deuxième remarque, c'est les robots. Voilà, ce CES a été aussi l'arrivée de plein de robots, souvent chinois d'ailleurs. Hein. Les robots humanoïdes, tu veux dire? Oui, robots humanoïdes. Alors qui fonctionnent pas tous, mais on voit que on est au début d'une nouvelle ère aussi. Et que il suffit maintenant de leur donner un peu plus d'intelligence en les connectant à l'IA générative, et je pense qu'on aura des trucs assez sympas, tu vois. Alors c'est facile à dire comme ça va prendre des années, mais on est au début d'un nouveau cycle, je pense, avec la puissance chinoise qui est là. Et qui va déferler, dont on ne pourra pas faire grand chose, et c'est pas un problème d'ailleurs, hein, je veux dire, tant mieux pour eux finalement. Et aussi si tu veux, l'arrivée de cette nouvelle génération de robots, ça va prendre encore du temps, mais ça va être intéressant de faire le point dans 10 ans, tu vois. Je suis sûr que dans 10 ans, les robots feront partie de notre quotidien d'une manière ou d'une autre. Et c'est intéressant de voir que, si tu veux, finalement, tous ces petits robots, les robots aspirateurs, les robots tondeuses, les robots de piscine, tous ces trucs-là, récoltent tellement de data, si tu veux, qu'après, et tu sais qu'il y a des boîtes chinoises qui sont spécialisées dans la revente de ces data. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu t'appelles... Toi, demain, tu montes, tu as décidé de créer des robots aspirateurs, ok ? Tu vas faire toute l'électromécanique.
Mais après l'intelligence de ce robot aspirateur, je crois qu'il y a 2 boîtes en Chine qui récoltent toutes les données et qui revendent ça, mais qui vont vendre ça à tous les géants, si tu veux, des robots aspirateurs, tu vois. Et donc, toute cette data, tu arrives à l'enrichir, et après, tu vas pouvoir créer des robots humanoïdes avec. En tout cas, si tu veux, il y a plein de... Je pense qu'il y a plein de points communs entre toute cette data-là pour les robots, on va dire, qui sont au ras du sol, et ceux qui sont, on va dire, un peu plus à hauteur d'homme. Ça va être intéressant, je pense. Avec un petit bémol, François, je ne sais pas si tu as vu une intervention récente de Yann Lequin. Alors désolé, je cite souvent Yann Lequin, mais parce que je trouve c'est lui qui a un point de vue divergent par rapport à une forme de consensus autour de l'intelligence artificielle. Et il dit que dans la Silicon Valley, notamment, lui, il parle pour la partie américaine, tout le monde s'excite sur les robots humanoïdes, mais qu'il y en a... Il n'y a aucun constructeur qui est capable, en fait, aujourd'hui, de sortir un vrai produit qui soit suffisamment intelligent parce que c'est au niveau, OK, tu as l'électromécanique, tu as la batterie, tu as les datas dont tu parles, mais le nerf de la guerre, enfin pas le nerf de la guerre, le moteur véritablement cognitif de tout ça, si on peut dire, c'est-à-dire l'IA, n'est pas à la hauteur. Et bon, c'est toujours la même chose pour expliquer qu'en gros, c'est basé sur la logique des LLM, etc. Oui. Tu les entraînes avant et tu les fais travailler après. C'est pour ça que lui, il prône cette IA ambiante, en fait, cette IA les world models qui intègre tous les sens, finalement, que ce soit la du vue, multimodal, exactement. mais aussi l'environnement. Est-ce que les LLM actuels vont pouvoir s'enrichir avec de la multimodalité pour être suffisamment puissants pour justement remplir ces missions-là? Ou bien est-ce qu'il faut changer de paradigme? Lui, sa théorie, c'est de dire qu'il faut changer de paradigme, que ça va dans la mauvaise voie. Mais le constat est là, c'est qu'ils ne sont pas très intelligents, ces robots, ceux qu'on a vus à Las Vegas. Mais c'est clair, et la plupart du temps... Et la plupart du temps, quand ils sont intelligents, tu peux être sûr que c'est quelqu'un qui les télécommande derrière, en plus. Oui, tout à fait. C'est clair. Moi, j'en ai vu aucun autonome. Mais aujourd'hui, ils ont réglé le problème de l'électromécanique. Ils ont réglé le problème de l'équilibre pour un robot humanoïde. Quand tu vois ce que fait un vrai défi. C'était un vrai défi, si tu veux. Ils ont réglé, on va dire, les muscles et la motorisation de ce robot-là. Maintenant, il faut lui donner une intelligence. Cette intelligence, je pense que malgré tout, elle va aller en progressant parallèlement avec les progrès qu'on a dans l'IA générative et dans tout ce qu'on voit, nous, au quotidien, dans nos conversations avec des IA. Donc, effectivement, ça va prendre du temps parce qu'il ne suffit pas de connecter ça comme ça. Ça va être beaucoup plus complexe. Mais si tu veux, une partie du chemin a été franchie. Et là, on va attaquer justement à ce que tu disais, à la partie cognitive. Ça va prendre du temps, mais on va y arriver, c'est certain. Et je pense que les Chinois sont bien placés pour ça, notamment avec leur data et leur avancée justement sur toute l'électromécanique. Bruno, tu as eu le même sentiment? Oui, c'est merveilleux parce que François fait une superbe passerelle à ce que j'allais rajouter. C'est qu'au CES, ce qui était clair cette année, n'ayant pas voulu bouder mon plaisir, je cherchais c'était quoi l'étincelle, puis je me dis que où j'ai vu des lumières allumées, c'est quand on parle, puis c'est exactement ce que François est en train de raconter, c'est l'IA physique. Et c'est ça la nouveauté, et c'est une fois toute l'avancée qu'on a connue dans les 3 dernières années au niveau de l'IA générative et de ce que les gens peuvent déjà utiliser sur leur téléphone, dans leur ordinateur. Aujourd'hui, là, ce qui va être intéressant de voir, c'est l'application dans les petits robots humanoïdes, les appareils qui sont robotisés, et donc d'avoir l'intégration de tout ce qui est là. Et moi, je trouve que si le CES nous a montré quelque chose, c'était ça. C'est le maillon manquant et c'est ce qui va faire de 2026, 2027, probablement les années charnières dans l'évolution de la robotique humanoïde. D'accord, je suis totalement d'accord. Donc, finalement, c'était pas un si mauvais CES que ça, à vous entendre. Moi, j'étais un peu déçu, mais vous me redonnez... c'est moi, c'est mon côté un peu blasé. T'es très critique, difficile. La barre était haute et... non, mais je suis d'accord malgré tout avec tout ce que vous dites. Et puis, ce qui est intéressant, ce qui reste intéressant au CES, quoi qu'on en dise, et ce qui justifie aussi qu'on continue à y aller tous les ans, etc., c'est aussi les prises de parole des big boss de la tech.
il y avait Jensen Huang, c'est ça, il y Mm. avait voilà, bon, ça c'est des trucs qui sont toujours assez intéressants. Bah, Lenovo a Même fait une keynote là-bas. ouais, Bruno, je pense que tu y étais. Ouais. Jérôme, tu y étais aussi? Je non, sais j'ai pas vu si ça de tu loin, es. mais on en a beaucoup Voilà, parlé, c'est sûr. c'était à la Sphère et en fait Mmh. sur le plateau de la Sphère, il y avait tous les géants de la tech actuels. Hein. Il y a la patronne d'AMD, le patron d'Intel, il y avait l'un des boss de Microsoft, il y avait Jensen Huang qui était là, Mmh. le patron de Lenovo. Enfin, il y avait Ils sont tous c'était Oui, passés ça, à ça la queue reste. leu-leu, là. Ouais. le patron de Qualcomm était là. Enfin, c'était la grosse cavalerie, quoi. Donc, ils viennent tous au CES. Et si tous ces dirigeants des plus grosses big tech américaines et mondiales viennent, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Ça se passe encore ici, ça se passe encore au CES, je pense. Alors, autre événement en ce mois de janvier, les amis, le Forum économique mondial de Davos. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, bon, traditionnellement, c'est un événement plutôt politique, économique, hein. Mais cette année, vous ne me contredirez pas, les stars, c'était justement les grands patrons de la tech. Ils étaient tous là, Sam Altman, Elon Musk, Jensen Huang, Satya Nadella, Demis Hassabis de Google DeepMind, Dario Amodei d'Anthropic, etc. Avec des prises de parole que moi j'ai trouvées hyper intéressantes. Mais, et c'est là où je veux en venir, pendant que ces braves gens nous expliquaient leur vision du monde et puis surtout nous présentaient toutes les technologies géniales et formidables sur lesquelles ils travaillent, eh bien pendant ce temps en Europe, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est exactement au même moment, très précisément le 22 janvier, une résolution du Parlement européen pour dire qu'il y avait un gros problème, on dépend trop des technologies numériques américaines, et vu ce qui est en train de se passer, vu les menaces de Donald Trump, le Groenland, etc., il faut aujourd'hui quasiment se poser la question de savoir si on risque pas un jour, un, d'en être privé, et deux, est-ce qu'il faudrait pas s'en affranchir avant? Donc voilà, je voulais qu'on aborde un peu ce sujet qui me paraît assez intéressant parce qu'il est vraiment dans la vie des gens où il va l'être, les entreprises, mais aussi les particuliers. Est-ce que il faut se préparer à s'affranchir des techs américaines, et en réalité, est-ce que on peut le faire? Est-ce qu'il y a des portes de sortie? Alors Mm. c'est un gros sujet, mais j'aimerais bien vous entendre Mm. là-dessus. Ouais. Puis on s'entend que la seule raison pour laquelle Bruno du on- Canada, c'est intéressant ton point de vue. Vas-y, de chez ben, toi puis là-bas. écoute, j'ai même pas énoncé. T'imagines l'intérêt envers la chose. Mais non, sérieusement, c'est que la seule raison pour laquelle on en parle chez vous aujourd'hui, puis on en parle chez nous aussi, c'est parce que il y a un problème politique qui est représenté par une seule personne, qui est le grand patron aux États-Unis. Mais sinon, ça fait des années et des années, ça fait des décennies qu'il y a un monopole américain, peu importe que ce soit Bien sûr. dans le logiciel, que ce soit dans les services informatiques, dans l'info nuagique. Et c'est une situation dans laquelle on a, autant au niveau privé, dans le domaine des affaires que dans le niveau public, je pense aux administrations, on a investi sans jamais se poser des questions. Et là, aujourd'hui, il y a une situation qui est provoquée par un élu américain qui fait qu'il y a une prise de conscience. Mais c'est incroyable de voir que ça a pris tout ce temps-là et ça a pris un seul individu pour avoir cette prise de conscience-là en disant, mais où est notre autonomie? Notre autonomie Notre par autonomie. rapport à ça? Oui, parce qu'avant, il y avait un problème sans que ce soit un problème. Bon, c'était embêtant pour les entreprises françaises qui n'arrivaient pas à se hisser, à tirer de la valeur aussi de ce truc-là. Mais il n'y avait pas de crise potentielle. Là, si demain, Donald Trump pète un plomb et dit, pour faire pression pour des raisons politiques, demande, je sais pas, à Google, à Microsoft de nous couper le robinet du numérique, alors, à mon avis, ils ne le feront pas de gaieté de cœur. Mais ils seront obligés de le faire. Qu'est-ce qu'on Et, fait? et Qu'est-ce qu'on Jérôme, fait? dans ce scénario-là, là, c'est pas tout simplement de couper, parce que couper, ça ferait mal, mais tout simplement de mettre de la latence, plus de De dégrader. latence dans le service. T'imagines, ça serait sournois, mais ça ferait en sorte que tu as tout le système bancaire, économique, financier, tu as toutes les entreprises qui fonctionnent dans l'info nuagique pour leur système, les manufactures, ce serait la catastrophe.
Et ce serait Ouais. subtil. On dirait, non, non, on n'a rien coupé. Un peu avec ce qu'on a vu, le même truc sur TikTok qui est en train de se réaménager aux États-Unis. Ils sont en train de bidouiller dans le système. Puis on voit que le système tient pas. On voit que c'est instable aux États-Unis. Moi, j'ai les Échos, c'est juste à côté de chez nous. Puis il y a certains services ici qui sont branchés sur le service américain. Et je vois l'instabilité qu'il n'y avait pas dans le temps quand ça appartenait aux Chinois. Ben, c'est la même chose. Le jour où les Américains décident de mettre plus de latence, sans couper nécessairement, vous allez Ouais, ça trouver que c'est l'expérience d'utilisation va avoir changé de l'expérience complète d'utilisation. Là. c'est plus pervers effectivement. Ouais. François? Euh, Bon, déjà, je pense qu'il faut qu'on garde son sang-froid. D'une manière générale sur ce sujet-là, parce que c'est vrai que on dramatise. Je pense que c'est pas demain que les géants de la tech vont couper le robinet des Européens qui représentent, il faut le rappeler quand même, entre 30 et 40% de leur marché. Hein. Oui, oui, bien sûr. Pour eux, c'est pas Google, une bonne affaire. Microsoft, enfin, je veux dire, pour eux, c'est inenvisageable, à mon avis. Donc, il faut garder son sang-froid. C'est pas à l'ordre du jour. Je pense que ça ne le sera jamais. Mais admettons que la situation continue à se dégrader. Moi, je vois un scénario un peu à la, comment dirais-je, à la cloud européen d'AWS. Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire-là. Mhm. AWS, sentant le vent tourner, ils sont très malins quand même. Et au-delà de ce vent qui tourne, se sont dit, tiens, on va créer une entité avec le meilleur des services d'AWS, mais une entité qui n'est plus américaine. Ok, donc en fait, on coupe le fil avec les États-Unis. On crée une entité juridique européenne pour installer en fait le meilleur d'AWS, tout en rassurant les clients français et européens, parce que comme tout ça est ici, il y a moins de risques concernant le Cloud Act. Alors même si en fait il n'y a pas véritablement de spécialiste qui a pu trancher en disant est-ce que véritablement le Cloud Act ne peut pas être éligible à Exactement. ce type de choses. Mais bon, Voilà, il y a encore un petit ça, flou. Hein. mais c'est un autre, Ce- à la limite, je dirais c'est un autre sujet, ça. Mais est-ce que demain, on peut pas imaginer que Google, que Microsoft, qui commencent à voir le truc tourner. Bon, alors déjà, il y a aussi un autre sujet, c'est le calendrier. Le président des États-Unis en a encore pour 3 ans, ok. Dans 3 ans, il y aura de nouvelles élections américaines, si tout va bien. Et on peut imaginer que là, on pourra rabattre des cartes, en fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Ou pas, parce que Ou pas. Mais il y a déjà des successeurs potentiels dans oui, son mais équipe à peut-être lui. peut-être qu'il y aura moins d'agressivité, moins de virulence aussi. On voit que la personnalité de Trump est aussi au cœur de tout ça, si tu veux, tu vois. Et je me dis, est-ce que finalement, ça va pas donner envie à ces géants américains, finalement, de se décentraliser et de créer des entités, si tu veux, juridiques plus protectionnistes pour les différents continents, pour ne plus être dépendant en fait de décisions d'un seul gouvernement. Parce que quand tu vois des Google, des Microsoft, des Apple, c'est des boîtes qui sont tellement plus puissantes que des États, finalement. Il faut qu'elles arrivent à trouver une solution à ne pas être dépendantes d'une décision politique. C'est pas possible. Tu vois, c'est pour leur business, je veux dire, un Apple, un Google, un Microsoft, de se séparer de 30 à 40% de leur business, c'est quelque chose d'inenvisageable. Ouais, Tu mais vois. attends, ça va loin ce que tu dis. Ça veut dire que tu légitimes le fait que des boîtes soient plus puissantes que des États et que du coup, il faut Mais qu'elles attends, mais en c'est un profitent secret. et C'est un qu'elles trouvent secret un de moyen de s'en polichinelle. affranchir complètement. C'est un Oui, mais secret de enfin, ça, polichinelle. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, la bah, elles sont- valorisation d'une boîte comme Apple ou que Google ou Microsoft, c'est d'une puissance phénoménale. Et oui, mais pour cette, l'instant, on arrive encore un peu à tenir le chien fou grâce à la réglementation et surtout nous, Européens, puisqu'on n'a que ça. mais Donc, peut-être, voilà. peut-être qu'ils préféreront à ce moment-là, on va dire, courber les chines face à la réglementation européenne et ne pas se priver de ce marché européen. Ouais. Après, Tu vois ce que je veux comme dire? l'a dit Macron, nous, au moins, il y a des règles, quoi. Parce que C'est pas après, allez, quand tu, youklaboum. après le fantasme, après je vous laisserai la parole, mais après le fantasme, on va dire extrême, c'est de se dire, on coupe les robinets américains, on s'en fout, on a ce qu'il faut. Non. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui sans les technologies américaines? C'était ma question. On devient un pays du tiers-monde. Je suis désolé. C'est triste.
Mais ça, on va pas revenir sur l'héritage totalement raté de l'innovation technologique européenne. C'est-à-dire que quand Google est arrivé, on a essayé de lancer un truc qui s'appelait Exalid. Hein. Jérôme, tu t'en souviens, et même Bruno, on en a parlé pendant des mois de ce moteur de recherche européen qui a été un four complet parce que les Européens ne se sont pas entendus entre eux. Après, il y a eu Quant, n'en parlons même pas parce que ça devient risible et voilà, le sujet ne prête pas à la rigolade et aux blagues. Et tout le reste, en fait, on a à aucun moment on s'est dit il y a 20 ans. Bon, ben voilà, on commence à avoir des technologies émergentes aux États-Unis. On va essayer de créer les nôtres. À aucun moment il y a eu cette situation-là. Et après, les réseaux sociaux sont arrivés. Ils venaient d'où? Des États-Unis. Ils sont venus ici. La technologie, Apple, enfin tout ce qu'on voit et aujourd'hui, c'est comment te dire, c'est infusé dans notre société, dans notre être. Je veux dire, aujourd'hui, tu peux pas dire à n'importe qui, à quiconque, de te priver d'un téléphone Android, d'un téléphone iOS, des services de Google, de Microsoft et de j'en passe et des meilleurs, tu vois. C'est impossible. Il nous resterait Spotify. Éventuellement, oui, on pourrait vivre avec de la musique, mais à part grande ça, partie américain en plus, hein. Enfin, non, Spotify c'est une boîte européenne. C'est suédois, oui, à l'origine, oui, c'est sûr. Non, mais tu vois, c'est ça le truc. Je sais pas ce que vous en pensez, mais aujourd'hui, c'est trop tard. Ou alors, il faudrait peut-être faire le point dans 50 ans si aujourd'hui l'Europe décide d'investir dans un Google-like, un Microsoft-like, je sais pas quoi. Moi, je sais pas etc. si c'est trop tard. Je sais pas si c'est trop tard. C'est vrai qu'il y a plusieurs strates, hein. On est d'accord. Il y a les forces de stockage et de calcul, les data centers, etc. Donc le AWS dont tu parles, là, c'est notamment le cloud souverain européen d'AWS. Il y a aussi ce qui est la partie la plus visible pour tout le monde, qui est les logiciels qu'on a sur nos smartphones ou sur nos ordis, les suites bureautiques. Par exemple, les suites bureautiques, il y a des alternatives françaises. Il y en a, des vraies alternatives. Et aujourd'hui, ces trucs-là, qui étaient le top du top de l'hyper-technologie à une époque, ne l'est plus. C'est presque aujourd'hui devenu de la commodité. Et c'est ce qui permet aussi à d'autres d'arriver. Moi, j'avais dressé une liste des alternatives françaises aux suites bureautiques. Tu as du Jamspot, OnlyOffice, OneDrive, GoFast, etc. Tous ces trucs-là qui sont pas très connus. Après, ils ont un autre problème, c'est qu'ils sont pas connus. Et il y a un vrai souci d'ailleurs en ce moment, c'est la relation avec l'État qui développe ses propres applicatifs. Ouais, alors ça, c'est n'importe quoi. Où est la commande publique? Où est la commande publique, voilà. Et ça, on en parle avec Bruno dans nos podcasts respectifs cette semaine. Non, mais voilà, ça, c'est un vrai sujet aussi, tu vois. C'est un vrai sujet. Tout à fait. Mais Jérôme, c'est très bien, tu as raison. Et il faut saluer ces initiatives qui sont locales, nationales. Mais comment veux-tu te battre à armes égales face aux milliards, aux dizaines de milliards d'investissements des boîtes comme Google, comme Microsoft, etc. Non, mais d'accord. Mais on a d'autres armes. On a d'autres armes. On a un truc. Et on a notamment un truc en commun avec les Chinois et qui fait très peur aux Américains aujourd'hui, qui est l'open source. Alors, je vais pas moi me faire l'apôtre de l'open source, etc. Ça pourrait en surprendre certains, mais c'est une réalité. Je veux dire, et notamment dans l'intelligence artificielle. Et ça, c'est un peu l'arme du faible, l'open source, c'est un peu l'arme du challenger, mais aujourd'hui, elle représente peut-être un avenir intéressant et une voie intéressante, et vraiment intéressante. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y a une espèce de convergence d'intérêts entre les Européens et les Chinois. Et les Chinois comptent beaucoup là-dessus. Mais ça, c'est pas sûr que ça se fasse malgré tout de manière très, 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 très fluide. Donc, il y a quand même cette histoire-là. Et je pense que, moi, j'ai déjà eu l'occasion de le dire avec Bruno, puis c'est peut-être, alors peut-être je suis déformé, c'est un tempérament un peu optimiste, mais je pense qu'il y a beaucoup de technologies où les Américains ont ouvert la voie avec leurs milliards de dollars, etc. Et ils ont encore une grande longueur d'avance, mais il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui, à fabriquer un téléphone portable, c'est à la portée de n'importe qui. Enfin, tu peux faire ça en Chine ou ailleurs. Mais non, je suis pas d'accord. Tu mets quoi comme OS? Qu'est-ce que tu mets dedans? L'OS, oui. Mais regarde ce qu'a fait Huawei. Bon, c'est Huawei, ils ont plein de moyens, qu'est-ce que tu fais d'un smartphone sans OS? Non, mais il y a des OS. Tu peux mettre des OS. Tu peux mettre un OS. Tu peux mettre un Android pur. Il y a des trucs. Il y a des initiatives dans ce domaine. Hein. Android, c'est de l'open source au départ.
Alors, Regarde comme t'as Huawei a plein de... galéré. Regarde comme Huawei a galéré lorsqu'ils ont Ouais, eu mais le ils y ban sont arrivés. américain. Mais ils y Bah, sont... ils y Oui, sont, mais parce que... bah, plus ou moins, c'est en tout cas pas pour l'Occident, parce qu'aujourd'hui, tu achètes un téléphone Huawei en France, bah, tu galères, hein. C'est moi qui te le Non, parce dis, que hein. nous, on a aucun intérêt. Jusqu'à présent, on n'avait aucun intérêt à acheter un téléphone Huawei. On a Android et Google et iPhone. Donc, on n'a pas d'intérêt. Je sais pas. Donc Non, tu mais veux bon, dire, non mais tu veux dire par là quoi, qu'on pourrait, on pourrait jeter notre iPhone ou notre téléphone Google à la poubelle et je pense partir qu'il sur une arrivera un solution jour souveraine. il arrivera un jour où ce sera envisageable, ouais. Ouais, ouais. Et c'est pas un Ok. souhait ou quoi que ce soit, hein. Moi, j'adore mes joujoux, hein. Mes joujoux américains. Bruno, Non mais qu'est-ce que t'en penses? imagine un smartphone créé en France. Comment veux-tu qu'il soit au niveau d'un téléphone Apple par exemple? C'est impossible. Mais C'est François, impossible. permets-moi de te présenter un exemple canadien dont je parlais la semaine dernière, XTC Mobile, qui, eux, sont dans les traces du BlackBerry. Bon, ben cet appareil-là, qui est axé pour le monde des affaires, pour les gens, les politiques, qui est hyper sécuritaire, qui permet d'héberger tout ce qui est data qui se promène sur l'appareil localement, ce qui réglerait une histoire en Europe notamment, ben eux, c'est le défi, c'est le pari qu'ils prennent, hein, c'est de dire, nous, on propose quelque chose. Pour le moment, ça roule encore sur du Android, mais c'est la dernière couche sur laquelle ils sont en train de travailler. Mais toute l'expérience sur l'appareil, ça a été développé à l'intérieur, à Waterloo, ici en Ontario. Et d'ailleurs, il y a un des anciens patrons qui était Monsieur Sécurité chez BlackBerry, la Research and Motion, qui vient de se joindre à l'équipe justement pour amener ce savoir-faire-là. Donc, oui, il y a des possibilités. Maintenant, est-ce que le public va être au rendez-vous? Ça, c'est une autre histoire. Mais technologiquement, on peut le faire. Mais François, je veux juste revenir un instant sur ce scénario dont tu parlais de AWS qui crée un chapitre, une entreprise européenne. Moi, c'est drôle, hein, mais quand j'ai vu passer cette nouvelle-là, ça m'a fait penser à une histoire malheureuse qui est en train de se passer entre le Canada et la France, où, et ça concerne les gens de OVH Cloud, où Tout à fait. OVH Cloud Canada, qui se retrouve dans une fâcheuse situation parce qu'il y a un juge canadien qui a dit, là, vous allez me sortir des informations qui sont hébergées sur vos serveurs en France parce que ça concerne un cas canadien. C'est OVH Canada et OVH France. Alors, peu importe les structures administratives, ils ont dit, écoutez, là, c'est les mêmes investisseurs, c'est les mêmes patrons. Vous avez deux Oui, mais entités le problème différentes. vient de la structure administrative, justement, Bruno. Oui. Oui, mais là, c'est C'est-à-dire qu'ils ont OVH fait- Canada ils ont- que l'entité, Voilà. qu'en fait, que le gouvernement québécois attaque. Parce qu'ils ont ça. ils ont créé une entité Voilà. de droit canadien. C'est Oui. pas tout à fait pareil, Bruno. Mais c'est ce je que veut pense faire, c'est ce que veut Ben non, faire mais AWS ultimement, ce que en ça va Europe. faire, c'est oui, mais ce qu'il demande de faire, c'est Oui, d'aller mais- chercher des documents qui sont sur les serveurs de OVH France. Donc, si un Américain, le gouvernement américain, s'adresse à Amazon pour dire que je veux avoir des documents qui concernent un citoyen américain ou une entreprise européenne qui a des intérêts aux États-Unis et pour la sécurité nationale, tu nous donnes accès à ça, ça va être le même principe. On parle de deux entités nationales. Non, mais c'est dans ce contexte-là où je dis, oui, c'est un beau geste et ça va peut-être rassurer certaines personnes, mais dans les faits, quand tu as le bras judiciaire ou juridique qui embarque là-dedans, Tout c'est à plus fait. Moi, complexe. alors, quand je vous donnais cet exemple en fait, de la décentralisation de toutes ces boîtes américaines qui pourraient venir en Europe, c'était pas trop pour le Cloud Act. C'était plus pour ne pas être obligé de couper le robinet un jour si le gouvernement américain les y oblige. C'était plus pour ça, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est Mais dans que- ce contexte-là, François, donc, l'exemple, si on prend toujours le cas de AWS, et ça, Jérôme, on en avait parlé parce qu'on était je pense que c'est Las Vegas, où on était dans le cadre de Reinvent. Ben, là, ce qu'ils ont annoncé à ce moment-là, c'est qu'ils vont offrir une possibilité d'avoir l'entreprise, son client, va avoir ses serveurs dans ses locaux, sur son territoire, et AWS va y offrir son infrastructure et son savoir-faire. Alors, si Oui, mais les c'est ce dont Américains parlait décident... François. C'est ça, hein. Pardon? Oui. C'est Oui, mais ça dont tu parlais, François, hein. Ouais. Oui, C'est le c'est- European Sovereign Cloud, ils appellent ça, le cloud Exactement. souverain européen. Oui.
Mais Exactement. sauf que là, vous, c'est sous une entité comme ça, mais ils vont l'offrir à la grandeur de la planète. Et donc, au Canada, une entreprise, un client d'AWS pourra avoir son serveur localement sur son territoire, bénéficier des services d'AWS aux États-Unis, mais à un moment donné, si ça coupe, il va quand même avoir son serveur au Canada avec les outils d'AWS là-dessus qui vont rouler. Donc, c'est Ben, pas c'est uniquement une histoire européenne, là. C'est eux ont décidé de faire ça à la grandeur de la planète pour régler le problème de la souveraineté. Oui, non, mais non, en fait, je crois qu'on s'est pas bien compris, Bono. Moi, je rebondissais sur ce que disait Jérôme sur cette tension géopolitique qu'il y a entre les États-Unis et le reste du monde, et notamment l'Europe. Si demain, on nous coupait, en fait, Google, si demain, on n'avait plus Hmm. accès à ces services-là en Europe parce que une Ouais. décision du gouvernement américain décide, pour nous punir, de couper ces trucs-là. Moi, j'imaginais que, justement, il y a une décentralisation de ces services avec des entités européennes dont les États-Unis n'auraient pas, si tu veux, la main dessus. Mhm. Ce qui fait que Hmm. finalement, on aurait un Google avec le savoir-faire de Google, mais installé dans une entité juridique spécifique européenne. Donc, que même si Trump ou n'importe qui d'autre décide de couper ce service-là, il ne le pourrait pas puisque, en fait, ça serait sur le continent américain avec des règles juridiques spécifiques, si tu veux. Moi, Sur le Ouais. c'était ça continent que européen, tu veux j'imaginais. dire. Oui. Oui, voilà, c'est ça. Mais après, Hmm. peut-être que je fabule et que ça n'a aucun sens. Mais enfin voilà, c'était mon point de vue. Après, Ouais, non, mais de toute façon, il est certain que c'est fait pour rassurer les clients, en l'occurrence d'AWS, et c'est une voie qui est pas inintéressante, alors qui fera pas forcément l'affaire des compétiteurs français, mais bon, c'est à la limite, c'est un autre sujet. Ça fera l'affaire sans doute des clients, Ouais. Mais je des veux clients juste qui sont clarifier un satisfaits truc. d'AWS. Dans le dossier d'AWS, il y avait deux nouvelles. Il y avait le fait qu'ils offraient à la grandeur de la planète la possibilité d'avoir leur service, mais localement, peu importe sur le territoire. Et il y avait parallèlement une annonce de la création d'un AWS Europe. oui. C'est deux nouvelles distinctes qui étaient là. Hmm. Et c'est là où peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui vont se perdre dans les détails, là. Et c'est pour ça que je voulais vraiment clarifier Parce là, que les moi, deux j'ai nouvelles. interviewé l'un des patrons de cette nouvelle Ouais, entité européenne qui disait ouais, j'ai que vu l'entrevue. euh, en fait, ils étaient en totale autonomie. C'est-à-dire que même si demain, pour des raisons ou une autre, ils devaient se couper des États-Unis, ça marcherait toujours, en fait. Voilà. Et en fait, c'est là où j'ai eu le déclic. Je me suis dit, est-ce que les petits copains d'AWS vont pas suivre Ouais. en fait, Ouais. ce cheminement, si tu veux, tu vois? Ça serait pas débile. Enfin, alors peut-être que il se mettrait à dos le La gouvernement Maison Blanche. américain, la Maison Blanche. Mais Ouais. finalement, bon, tu vois, à mon avis, c'est pas quelque chose qui est complètement surréaliste. Et je suis persuadé que chez Google, chez Microsoft, il y a des gars qui doivent étudier ce type de choses. Ah, tout J'en à suis fait, t'as persuadé. raison. T'as raison. Bon, en tout cas, ça va être un sujet de l'année, ça, je pense. Ça va être vraiment un truc à suivre en 2026, ça. Parce que finalement, un Google, enfin, encore une fois, quand tu prends le recul, Google est une boîte américaine, mais c'est une boîte mondiale. Je veux dire, eux, aujourd'hui, leurs ambitions vont bien au-delà d'un continent, si tu veux. Et c'est une boîte qui va apporter des services à des milliards de gens. Et se retrouver étriqué comme ça, sous le joug, en fait, d'une décision politique d'un seul pays, c'est pas dans leur intérêt. Enfin, je veux dire, les ambitions de ces boîtes-là sont bien plus grandes, à mon avis. Et je pense que juridiquement, ils doivent réfléchir à quelque chose. Je Ouais. pense. Oui, ben, justement, dans le contexte où on est encore pour 3 ans, il y a cette réflexion à avoir, puis il y a peut-être de passer à l'acte. Auparavant, ils n'avaient pas de problème parce que la Maison-Blanche gardait quand même un certain bras entre Oui. leur Et puis, réalité et... C'est ça, exactement, ils n'étaient pas aussi interventionnistes, finalement. exactement. Mais après, on verra. Après, pour rebondir à ce que disait Jérôme, effectivement, on peut imaginer avoir notre suite de travail européenne, française. Ouais, parce qu'il y a des trucs. Il y a pas mal Ouais, de non, trucs. Il y a mais Proton aussi pour le mail, etc. bien sûr, Il y a pas bien mal de sûr. choses. Mais Ouais. ça marchera pas pour tout. Ça marchera pas pour tout, je pense. Non, bien sûr que non. Et puis, il reste le problème de Windows, hein. Windows sur 70% ou 75% des PC en Europe, et Jérôme, notamment Windows, dans les oui, entreprises. en fait, le problème, c'est l'OS, finalement. Oui, Je pense que l'OS Plus que est le plus reste. un problème que le hardware,
tu vois. Et, Tout à fait. et puis sans compter après tout le soft qui tourne sur ces machines, sur cet OS. C'est ça le problème. Enfin on bref. verra. Mais c'est que passionnant, comme, hein, tout ça. Hein. Ouais. Et puis peut-être que comme le disent certains, toutes ces incertitudes sont bonnes, vont être bonnes pour l'Europe finalement, en nous mettant un peu le feu aux fesses. C'est dans ce genre de situation que parfois il peut en sortir des choses intéressantes. En tout cas, s'il ne ressort sait rien, c'est que là, franchement, c'est qu'on mérite pas de survivre. Non, mais il y a un gros problème. Nous les Européens. Oui, je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. C'est clair. Allez, on passe à la suite. Alors en France, ce mois de janvier se termine sur une affaire dans un tout autre domaine, une affaire qui fait pas mal de bruit. Hein. C'est cette nouvelle loi pour interdire les réseaux sociaux aux mineurs. Une loi votée à toute vitesse à l'Assemblée nationale. Elle doit encore passer au Sénat et puis suivre un peu son parcours législatif. Mais grosso modo, elle devrait probablement entrer en vigueur dans le courant de l'année. Est-ce qu'elle sera appliquée et applicable ? Ça reste une question. Mais surtout, là où je veux vous emmener, c'est que au-delà de cette loi pour les mineurs, il y avait eu, rappelez-vous, avant la loi pour protéger les mineurs contre le porno. Et puis il y a aussi tout cet arsenal européen qu'on connaît, le RGPD, DSA, le projet Chat Control aussi qui est dans les cartons. Est-ce que les réglementations de plus en plus coercitives ne sont pas en train de se multiplier? Est-ce que finalement l'Internet qu'on a connu et qu'on a un peu rêvé n'est pas définitivement un rêve qui s'est envolé? Les États ne seraient-ils pas en train de souffler la fin de la récré? Et au-delà de ça, est-ce que c'est la fin d'une forme de liberté sur Internet? Est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Alors, j'ai pas l'habitude forcément d'aller sur ce genre de thématique, mais tiens, je me suis dit, allez, on pose la question et puis on voit comment on y répond. Non, mais c'est un sujet évidemment capital. Où commence la liberté, où commencent les interdits. C'est un problème complexe. Et puis chacun a son point de vue là-dessus, tu vois. Je veux dire, lorsqu'on a décidé d'interdire la cigarette dans les bars ou interdire la vente de l'alcool aux mineurs, effectivement, il y avait des gens qui étaient contre, d'autres qui étaient pour, si tu veux. Et je pense que la société évolue avec de nouvelles contraintes. Aujourd'hui, la contrainte, c'est les réseaux sociaux. Quand je constate autour de moi, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, les dégâts que causent aujourd'hui les réseaux sociaux. Alors certains disent que non, c'est pas vrai, qu'il n'y a pas d'études qui prouvent que ça ait vraiment un effet. Mais soyons peut-être un peu réactifs et pragmatiques. Essayons de mettre peut-être une certaine réglementation avant justement qu'on se rende compte que c'est une catastrophe. Tu vois ? Oui, proactif, quoi. Ouais. Peut-être, tu sais, à l'époque, je me souviens, après, il faut voir qui dit aujourd'hui que les réseaux sociaux ne sont pas dangereux pour la santé, on va dire, cérébrale, cognitive des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs. Hein, parce que c'est étude contre étude, donc on en sort voilà, pas, c'est ça. Mais je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque de l'arrêt de la cigarette aux États-Unis, il y avait des études qui disaient que la cigarette était bonne pour la santé. Hein. Ouais, bien sûr. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc après, il suffit de constater, nous, au quotidien, nos proches, et nous-mêmes, d'ailleurs. Enfin, les réseaux sociaux, c'est un vrai problème. Il devient courant aujourd'hui de voir des jeunes qui restent 5, 6, 7 heures sur leur téléphone par jour. À faire quoi ? À scroller des vidéos comme ça, tu vois. Et je suis pas en train de les juger, parce que c'est pas mon rôle. 2, c'est simplement, je pose le problème. Parce que quand tu as 15 ans, ou 14 ans, ou 12 ans, ou 10 ans, et que tu scrolles comme ça, tu te rends pas compte, en fait, de l'impact que ça a sur ta vie. Et sur les dizaines d'années que tu as encore à vivre. Et en fait, tu capitalises pas sur ton futur, finalement. Parce que créateur de contenu, il y en a 1 sur 10 millions qui va gagner de l'argent, tu vois. Donc, statistiquement, c'est pas intéressant. Maintenant, quand tu vois les dégâts que ça fait, c'est terrible. Je me dis qu'il faut peut-être réglementer ça, tu vois. Il faut peut-être réglementer ça. Il y a les problèmes de temps passé, les problèmes de manque de sommeil que ça occasionne, de perte de capacité de concentration. Qui te dit que ça va pas avoir un impact aussi sur on va dire, le futur cognitif de ces personnes? Tu sais pas, finalement. Parce que nous, on a la cinquantaine,
voire plus pour certains dont on va taire le nom. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Je vois pas de qui ça, tu parles. quand tu as, nous à 14-15 ans, je ne vais pas dire qu'on avait une éducation parfaite, mais c'était différent, si tu veux. Mais Tu bien vois, sûr, nous, avec un bout de ficelle, on s'amusait une journée non, entière. mais Hein, on apprenait des, non, mais on avec une apprenait des roue et un trucs. bâton, mais ça nous comblait. On apprenait des trucs qu'on apprenait par cœur. Aujourd'hui, avec l'IA, c'est terminé. Et on était obligé soit de tricher comme des Alors après, débiles il faut pour... interdire l'IA. Il va falloir interdire ChatGPT avant 15 ans, c'est ça? Non, alors la question qui est posée par cette histoire C'est pas des réseaux pareil. sociaux... Là, en Attends, fait, ce sujet, il faut le prendre au sérieux, Jérôme. Ah bah, je suis très sérieux. C'est non, pour ça que non, je veux qu'on en parle. sincèrement, je pense que... Non, 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 mais non. on peut plaisanter un peu et prendre les choses très au sérieux. C'est sérieux comme sujet. C'est sérieux. Et le fait de dire aujourd'hui, tu vois, poser le problème et dire est-ce que on va pas saboter la liberté des individus à vouloir empêcher les enfants d'aller sur des réseaux sociaux, moi je trouve pas. Je trouve pas parce qu'à un moment, il faut quand même des règles, il faut un cadre. Je pense. Bon. Moi, je suis d'accord avec toi, pour tout dire. Je pense qu'il faut une ligne jaune, et même si, alors il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, mais de toute façon, c'est pas ça qui va les empêcher d'y aller. Mais si, je veux dire, tu interdis même si c'est aux mineurs 10%, de boire de c'est toujours l'alcool, ça de ça veut gagner. pas dire qu'ils en boiront Mais pas, bien mais au sûr, moins, il y a une règle. Ceux qui veulent en boire, ils en boiront. Bien sûr, évidemment, tu mais vois. ça fait une ligne jaune. Maintenant, la question, c'est est-ce que l'État doit se mêler de ça? Parce que, voilà, certains disent, bah, c'est le rôle des parents, etc. Bruno, du haut de ton continent nord-américain, où vous avez une vision beaucoup plus libérale que nous, hein, l'État ne se mêle pas forcément de tout, j'imagine. Donc, comment tu vois ça? Ben, pour moi, c'est pas une surprise de voir que la France en est là avec ce type de règles parce que vous avez pris l'habitude, et je pense que c'est même culturel, d'arriver à encadrer les usages du moment que ça peut venir perturber la société. Il y a une règle qui est établie et tant mieux. Euh, Parce que vous avez pris cette habitude-là et c'est un peu comme un rempart de la société française, même la société européenne, d'arriver à réglementer, d'encadrer ce type d'usage-là, ce qui n'est pas du tout notre approche à nous, et puis qui est encore moins celle de nos voisins à côté, où à partir d'où tout est généré comme contenu. Alors, moi, c'est vraiment pas une surprise. Puis quand j'ai vu cette semaine, bon, le projet de loi qui est passé, mais presque unanime, et la voie rapide que le président lui avait accordée, bon, ça a chipoté un peu sur les téléphones à l'école, À mais l'école, bon, ouais. c'est un truc à arranger. Ce qui est aussi une bonne chose, je pense, François, tu seras aussi de cet Chez avis-là. nous, mais tu vois, chez nous, ça existe déjà. Ah Au oui, Québec, quand même. au Québec, il y a plus de téléphone, c'est rangé dans un casier. Ouais, mais Et tu le vois, reprennent regarde, quand donc, ils repartent. Ouais. un pays qui laisse malgré tout le champ des libertés, mais qui encadre quand même. Tu vois, Ouais. c'est ça le truc. Donc, Ouais. au bout d'un moment, regarde, on n'arrive pas. Enfin, on sait très bien qu'il faudrait déjà à l'école une sensibilisation aux réseaux sociaux. Tu vois, on apprend plein de choses à l'école. Il faudrait au moins 1 heure par semaine pour sensibiliser les jeunes aux réseaux Alors, sociaux. il y a des choses, peut-être pas 1 heure par semaine, mais au moins des conférences. Tu sais, parfois, il suffit d'une intervention ou deux dans l'année. Même moi, je connais un confrère journaliste qui fait ça, qui va dans les écoles, je peux le citer, hein, il s'appelle Jacques Hainaut, et il a fait un super travail. Il va dans les écoles et il explique les risques des réseaux sociaux aux enfants, etc. Et parfois, ils écarquillent des yeux, ils sont pas au courant de plein de choses sur l'exploitation de la data, sur les effets, etc., etc. Il y a déjà des choses, peut-être qu'on peut faire mieux, c'est certain, mais ça suffit pas l'information. Effectivement, au bout d'un moment, il faut un peu serrer la vis, quoi. Et c'est surtout dans le contexte où on est, c'est-à-dire que peu importe de quel côté de l'Atlantique on se trouve, on est aujourd'hui dans une ère où les citoyens, les jeunes citoyens ou les citoyens en devenir sont en train de grandir dans un monde qui ressemble pas du tout à celui qu'on a connu. Il y a les réseaux sociaux, il y a l'IA, il y a une façon d'aborder ces choses-là, il y a des conséquences d'utiliser ces outils-là, et je pense que ça doit faire partie du cursus pédagogique auquel Mais bien sûr. le jeune
futurs citoyens, qu'ils soient français ou canadiens, ben, est déjà, puis moi, je suis toujours à la renverse. Quand je regarde en Chine et aux États-Unis, il y a déjà de la Mmh. formation au niveau du primaire, au niveau de l'utilisation de l'IA. Puis chez vous, puis chez nous, ben, il n'y en a pas encore. Mais évidemment, que ce soit l'IA ou les réseaux sociaux, et je pense qu'il y a deux choses. Oui, il faut encadrer les réseaux sociaux et peut-être les interdire aux moins de 15 ans. Voilà. Alors même si il y a que 10% des ados qui n'y auront plus accès, ou 15% ou 20%, ça sera déjà pas mal. Et puis, tu disais, oui, il y a des interventions qui sont faites par des journalistes, etc. Mais est-ce que c'est partout? Est-ce que c'est officialisé? Est-ce que c'est Non, non, réglementé? Tu non, vois, non, moi, non, je c'est au pense bon qu'il vouloir faudrait. des établissements. Oui, mais non, non. C'est comme si tu disais un établissement, ben, si vous voulez, vous faites des maths. Et puis si vous trouvez que c'est pas intéressant, vous le faites pas, tu vois. Non, Ouais. non, 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 ça doit rentrer dans un vrai programme pédagogique, ça doit être Mmh. inscrit dans le programme de l'éducation nationale, et je pense que c'est 1 heure par semaine. Et pourquoi 1 heure par semaine? Parce que tout ça est tellement lié à l'actualité. Tu racontes l'actualité liée aux réseaux sociaux. Tu Mmh. racontes, tu prends des exemples concrets, et chaque semaine, je peux te garantir que tu peux trouver un exemple. Tu Ah, ça, c'est sûr. éditorialises un exemple et tu expliques. Tu leur dis, bah voilà, tu dis aux jeunes, bah écoutez, aujourd'hui, combien de temps vous avez passé sur les réseaux sociaux? Tu dis, mais en fait, il faut avoir confiance aussi à la responsabilité des jeunes. Je pense qu'ils ne Mmh. se rendent pas compte parce qu'il y a un manque de Ouais. communication. Mais si tu leur ouvres les yeux en leur expliquant tous les travers des réseaux sociaux, le danger, l'addiction, etc., même s'il y en a que 10 ou 15% qui comprennent le sujet, bah allez hop là, ça fera 10 ou 15 en moins, tu vois. Oui, et puis au-delà de Et c'est ça, bon à prendre. C'est bon à et, et- prendre. et puis au-delà de ça, enfin quand on est jeune, on peut avoir de la réflexion et tout, c'est vrai, mais on n'a pas toujours envie et même la force morale pour s'appliquer à soi-même ces règles-là. Je veux dire, Oui, mais c'est aussi le là, plaisir de on la te, jeunesse de faire des choses. On sait que c'est pas bien, mais on le fait parce que voilà, ok, on a envie de le faire. t'as On se raison, laisse Jérôme, aller. t'as raison. Mais aujourd'hui, Mais je à dis pas part que c'est dire bien. non, C'est là où je te dis qu'il faut un cadre et qu'il faut des parents sévères. Enfin, sévères. En tout cas, il faut des parents qui tiennent mais je bon, pense qu'il etc. il faut pas tout remettre sur la tête des parents, parce que les parents, il y a autant de parents différents d'enfants, donc Ouais, ouais, bien sûr. tu vois, il y a des parents qui vont faire attention, d'autres pas parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils s'en foutent, parce que voilà, c'est comme ça, c'est la vie, voilà. Mais je pense que il faut aussi il y ait que l'éducation nationale qui est, on va dire, un bien pour tous et gratuit, prennent le temps d'expliquer les dégâts que ça peut causer. Et pas une fois tous les Mm. 3 mois avec un conférencier qui vient. Non, c'est une heure par semaine. Alors ça nécessiterait, tu vois, du travail parce qu'il faudrait s'accrocher à une actualité, raconter tout ça, expliquer l'impact que ça peut avoir sur la société, sur une actualité, prendre, tu vois, des exemples. Des exemples, on en a toutes les semaines. Et Comme ça, on l'a fait comme on l'a fait pour l'environnement, en fait. exactement, Dans exactement. les écoles, il y Et- a eu une grosse sensibilisation, pardon, aux questions environnementales, et il faudrait la même chose pour le numérique. Ouais, ouais, tout à fait. Mais Et alors, bien cela dit, sûr. juste, attends, Bruno, juste, je te redonne la parole, mais juste un instant, interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, faut en être conscient, ça va tous nous impacter, nous, utilisateurs européens. Ça voudra dire qu'on devra tous prouver qu'on a plus de 15 ans. Et c'est ça aussi qui est derrière. Et c'est là où on Oui. retrouve alors Et la on problématique. retombe sur le problème de l'identification, voilà, d'une manière ou d'une autre, Ouais, et suite à l'interdiction à l'accès du contenu pour adultes. C'est toujours ouais. pareil. Et avec le portefeuille numérique européen, qui est, alors il faudra qu'on fasse un sujet entier là-dessus, qui est un sujet vachement intéressant en fait, Ouais. parce que c'est pas Bah, mal ce qui se prépare là. essayons d'avoir une technologie à nous, là, pour le coup, ça serait bien. Ah ben là, on n'aura pas le choix. Il faut que ce soit des technologies européennes, de Non, toute mais ça façon. serait bien. ouais. Bah, voilà. Ouais, Mais, c'est ça. Bruno, encore un mot? Ouais, non, ben, je voulais vous ramener en Australie parce que c'est quand même eux qui Oui, ont mis en c'est place eux qui ont commencé. exactement. Et quand on regarde, parce que moi, ça m'intéresse ce sujet-là, quand on regarde un peu les réactions, parce que là, ça commence à faire quelques mois, il y a deux choses. D'une part, ceux qui voulaient vraiment être sur les réseaux sociaux, les moins de 16 ans en Australie, ils ont trouvé de la place, hein, parce que dans la loi australienne, il y a des sites, des réseaux qui sont nommés.
Et donc, ils ont trouvé d'autres réseaux qui ne faisaient pas, qui n'étaient pas dans la loi. Et donc, ils ont décidé d'aller faire leur vie numérique là-dessus. Et de l'autre côté, les jeunes qui en ont profité de par la pression des parents ou de par la pression des pères ou de l'école ou du gouvernement, ben c'est quoi les échos qu'on entend? Ben ils sont pas plus mal maintenant qu'ils sont pas sur les réseaux sociaux. Ils ont trouvé une autre façon de passer leur temps et de se divertir. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, oui, le geste, il est probablement même violent parce que quand tu as passé toute ta vie de jeune à communiquer et à réseauter et à être avec tes amis en ligne et les regarder quand tu voulais, du jour au lendemain, de dire, ben non, ça se fait plus comme ça. Tu vas devoir aller les voir en vrai, tu vas devoir leur parler en vrai. C'est violent, ça. Ils n'ont pas été habitués à ça. Mais c'est une autre façon et puis on en est la preuve, là. Nous, c'est comme ça qu'on l'a fait quand on était plus jeunes. Alors, c'est de réapprendre et c'est donner au temps le temps de prendre le temps. Voilà. C'est beau, Bruno. On est obligé de conclure là-dessus. Ça fait une formidable c'est parole magnifique. de fin. Bon, je voulais Je vous me emmener demandais à encore quel sur des moment coups je de le cœur. mettrais, mais bon, voilà. Moi, c'est magnifique. Je voulais vous parler de mon expérience de vibe coding, mais on en parlera le mois prochain. Alors. Allez, ça va. Merci Bruno Guglielminetti de Mon Carnet à Montréal, François Sorel à Paris de BFM Business et Tech & Co, la quotidienne à suivre tous les soirs de la semaine sur BFM Business. Et à bientôt à tous les deux sur le plateau. Enfin, toi, Jérôme, physiquement à mes côtés, et puis Bruno en visio. Virtuellement, ouais. Et puis merci à vous de nous avoir écoutés et suivis peut-être en vidéo sur YouTube. Continuez à suivre nos différentes émissions, nos différents podcasts. Abonnez-vous de tous les côtés. On vous dit au mois prochain en ce qui concerne le grand débrief. Salut. Salut. Salut à tous.